Dans cette seconde partie d'émission, comme annoncé, je m'entretiens avec le président du Parti social-démocrate du Togo, Laurent Lawson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier d'ailleurs. Vous étiez sur ce plateau il y a plus d'1 an déjà. Il y a 2 ans. 2 ans. Oui, c'était en 2014. Plus précisément, je pense que ça doit être quelque part le 5 mai ou quelque chose comme ça. 2008, c'est en 2014. Ça fait plaisir. Mai 2014. Ça fait plaisir de 2 ans. 2 ans. Ça fait plaisir de vous retrouver. Le Parti social-démocrate, question toute simple, comment il se porte? Le parti se porte très bien. Ça évolue. Donc, nous organisons pas mal d'activités internes comme externes, c'est-à-dire que nous allons vers la masse populaire. Nous avons adopté un autre système que souvent nous adoptons ici au Togo, c'est-à-dire des activités des rues. Donc pour nous, on n'a pas des activités de rue, nous avons des activités précises, conçues. Et par exemple, d'entrée, je peux vous dire que nous organisons des rencontres de proximité. Donc, nous allons vers les hommes et les femmes. Nous allons les rencontrer dans leur milieu. Nous parlons avec eux. Nous prenons tout notre temps. Nous discutons avec eux. Nous allons dans les marchés publics. On était dans le marché de Hidranawe, dans le marché d'Agoué, Baie. On était tout récemment dans le marché d'Aneho, le mardi je suis passé, pour parler avec les femmes et les hommes. Et nous organisons aussi des séances d'information dans notre centre et de formation. Déjà, je suis arrivé ici le 25 et je peux vous dire que nous avons mené pas mal d'activités. Et encore, nous avons une activité à remplir à Aneho demain. Et que le mardi aussi, nous avons une activité à remplir. Et le lundi, ou non, le mercredi, nous sommes en train de voir, à rencontrer les femmes du marché d'Adjido Gomé, avec qui nous entretenons. Nous avons aussi rencontré déjà les femmes du marché d'Akore Sewa qui se sont regroupées, elles sont regroupées elles-mêmes au sein du parti pour pouvoir développer les actions du parti. Donc pour nous, c'est un travail de fond en comble. Nous pensons que la politique, pour nous, je l'avais déjà dit ici une fois, ce n'est pas un jeu des rues. Ce que j'ai appris ou ce que nous avons appris, c'est d'aller vers la masse plutôt que d'attendre que la masse vienne vers nous. Car tous ceux qui sont avec nous dans les rues ne sont pas nos membres. Il y a des curieux, il y a des pagailleurs, il y a des gens qui sortent pour voir ce qui se passe, mais ne sont pas nos membres. C'est pour cela que nous voulons réellement identifier nos membres, connaître nos membres. Et dans ce cadre-là, nos membres doivent aussi apprendre à connaître le parti, ce que c'est que le Parti social-démocrate, et pourquoi nous sommes là au Togo, quels sont nos objectifs. Et quand ces hommes et ces femmes sortent et vont vers des amis, que eux aussi, qui puissent expliquer à leurs amis ce que c'est que le parti. Nous avons même fait sortir un document sur le parti que nous distribuons aux femmes, nous distribuons aux hommes, nous distribuons aux jeunes. Nous avons nos jeunes qui sortent eux-mêmes, qui vont rencontrer des jeunes avec qui ils s'organisent sous forme de débats pour pouvoir discuter autour du parti et ainsi de suite. Donc nous avons un système de travail que nous avons adopté. Alors, vous avez étalé un certain nombre d'activités que vous avez déjà menées et que vous allez encore mener dans les jours à venir, mais c'est un peu concentré dans la capitale. Est-ce qu'il n'y a pas une ambition de couverture nationale? Oui, on peut penser ainsi. Non, pas du tout. Nous sommes aussi à l'intérieur. Et des fois, quand je viens, je monte à l'intérieur. Puisque nous avons, au fait, des amis, c'est-à-dire des amis du parti, les camarades qui travaillent à l'intérieur, qui font aussi leurs organisations. Mais une fois qu'ils ont besoin de moi, bon, d'accord, ils me font signe, j'irai à Tapamé.
dans les 2 jours qui viennent, aussi rencontrer ceux d'Atapamé et discuter avec eux. Sinon, quand moi je viens, je fais le programme, je bouge. Mais sinon, nous avons les ténors du parti qui sillonnent un peu les autres villes. De toutes les façons, dans notre bureau, nous avons élargi le bureau comparativement à ce que nous avions il y a de cela 2 ans. Donc il y a tous ceux qui sont à l'intérieur, qui dirigent à l'intérieur, se retrouvent dans la direction du parti. Nous avons 2 sortes de directions du parti. Nous avons la direction qui est la direction administrative, qui fait fonctionner le parti. Et nous avons maintenant la direction du parti, où nous nous retrouvons tous ensemble. Même nous faisons des réunions à téléphone. On se regroupe. Et puis il y a des micros, et puis des haut-parleurs. Donc depuis la Suède, nous dirigeons des réunions, nous nous entretenons. Donc nous sommes en action sur toutes les familles du territoire. Le 1er mai, par exemple, nous avons fait le 1er mai, nous avons fait le défilé du 1er mai avec les camarades. Il y a des curieux qui sont venus aussi. Et puis, bon, d'autres sont venus d'Anéros, certains sont arrivés d'Atapamé. Donc, quelque part, c'est que, vous savez, si nous prenons le 1er mai, c'est tout à fait nouveau au Togo aujourd'hui de voir un parti politique faire une activité le 1er mai. La question de savoir, les gens posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, c'est une erreur. Les partis politiques manifestent les 1er mai. Ça, c'est normal. Et en plus, nous sommes des sociodémocrates. On ne peut pas manquer de ne pas manifester le 1er mai. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Les partis de la gauche, plus précisément le Parti social-démocrate, c'est le parti des travailleurs. En Angleterre, ils appellent ça Labour Party. C'est la social-démocratie. En Allemagne, c'est la même chose. En Suède aussi, c'est le parti des travailleurs, mais il s'appelle SAP. Parti démocrate des travailleurs, Arbetar Party. Au Danemark, c'est la même chose. En Finlande, c'est la même chose. Dans les pays où nous parlons de la social-démocratie, sinon du Parti socialiste, tous ce sont des partis des travailleurs. Alors, donc, pour nous, c'est une responsabilité pour nous de nous associer aux travailleurs le jour-là, pour sortir et faire le calcul d'1 an, c'est-à-dire les années passées, tout ce qui s'est bien passé, ou voilà, faire un bilan. Alors, donc, quelque part, c'est notre objectif, c'est notre, comment appelle-t-on, le but même du Parti socialiste ou du Parti social-démocrate, c'est d'aller vers les travailleurs, de posséder les travailleurs. En plus, quand les travailleurs se regroupent au sein du syndicat, ça veut dire que les syndicalistes sont directement impliqués dans les partis. Et là, c'est comme ça que les syndicalistes rentrent maintenant sur la scène politique. Car la gauche, les partis des travailleurs sont créés par les syndicalistes. Donc, quelque part, c'est pour cela que nous, les 1er mai, nous manifestons avec les syndicalistes et les travailleurs. Maintenant, il y a cela quelques années, 3 ou 4 ans, les autres partis, que ce soit les partis de la droite, ont commencé aussi à manifester avec les syndicalistes. Car ils ont remarqué que les partis de la gauche ont mobilisé ou bien monopolisé les travailleurs. Or, nous sommes tous des travailleurs. Moi, je dis même, en tant qu'opérateur économique, je suis travailleur. Si je me réveille et je ne fais rien, et je laisse seulement les gens travailler, donc c'est grave. Je ne peux même pas faire un compte. Alors, donc, quelque part, je suis impliqué aussi au travail. Donc, je suis un travailleur. Et en plus, nous avons 3 différentes sortes de travail. C'est que nous faisons en sorte que, quand nous parlons de fonctionnaires, on sait ceux-là que nous classons comme fonctionnaires. Les travailleurs, ceux-là que nous classons comme travailleurs. Les ouvriers, ceux-là que nous classons. Car quand nous parlons de fonctionnaires, c'est ceux-là qui travaillent dans l'administration. Ils remplissent une fonction bien déterminée. Les travailleurs, ce sont ceux qui travaillent dans les privés. Et les ouvriers, nous connaissons ceux qui sont des ouvriers. Alors donc, quelque part,
le Parti social-démocrate est un parti carrément constitué des travailleurs. Et même quand vous êtes des patrons, vous êtes appelés aussi à vous considérer comme des travailleurs. Mais est-ce que votre parti, le Parti social-démocrate du Togo, n'est pas un peu trop dépendant de vous? Est-ce que quand vous ne rentrez pas, le parti arrive à faire des activités, ou bien c'est parce qu'il y a quand même des activités, mais comme il n'y a pas de médiatisation, nous, on n'est pas au courant? Justement, comme il n'y a pas de médiatisation, vous n'êtes pas au courant, parce que nous disons qu'on ne veut pas se faire médiatiser comme ça. Pourquoi? Non, mais ce n'est pas ça le problème. L'objectif, c'est d'atteindre les hommes et les femmes, la jeunesse. Bon, peut-être nous allons vous inviter à couvrir des activités, mais pas toutes nos activités. Puisque d'abord, ce n'est pas il y a une question aussi que la couverture ici au Togo, il faut financer, il faut payer. Ce qui ne se fait pas normalement, parce que les informations que vous arrivez à rassembler, c'est des informations gratuites et que vous en avez besoin. Est-ce que vous voyez? Alors donc nous sélectionnons ce que nous pensons ou nous jugeons important pour médiatiser. Là, nous payons pour médiatiser ces activités-là. Sinon, nous pensons que toutes nos activités n'ont pas besoin d'être médiatisées. Bien, je vais répondre. Même si je ne suis pas au pays, les activités sont organisées, justement. C'est ça la force de notre organisation. Je ne suis pas le maître absolu du parti. Non. Quand je disais tout à l'heure, les activités du marché de proximité, aller vers les gens, sortir, c'est des idées que j'ai mises en place. Ça ne se fait pas au Togo. Il n'y a pas de parti qui sort, qui dit « je veux aller vers la population ». Je ne peux pas trouver sur le marché aujourd'hui un document, au moins de 6 pages ou de 8 pages, d'un parti politique qui explique l'objectif du parti et le programme du parti. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez tout de suite dehors, vous rentrez dans ma voiture, il y en a plein que je distribue. Donc ça aussi, c'est une activité du parti. Et quand je ne suis pas là, ils font tout ce qu'ils ont fait. Mais il y a des réunions précises que nous organisons, dont je participe à ces réunions. Notre structure est telle que nous avons un secrétaire national qui dirige le parti au Togo. Et son nom, c'est Charles Mounou. Et nous avons une dame qui est chargée de la communication du parti, qui est responsable du parti. Et nous avons une responsable pour les femmes qui s'occupe de l'organisation des femmes. Et nous avons la jeunesse aussi qui a son... Donc, rien ne tourne autour de moi. Rien ne tourne autour de moi. Tout simplement, c'est parce que souvent, j'envoie des idées. Puisque je suis là-dedans, la façon dont j'ai appris à organiser un parti politique, c'est ce que je mets en place. Et maintenant, je leur dis, allez-y, faites, on va voir. Des fois, on critique beaucoup, mais quand ils rentrent dedans, ils me disent, mais dis donc, c'est si beau qu'il fallait le faire, qu'on n'a pas compris. Donc, quelque part, je ne suis pas la seule personne autour de laquelle tourne le pas. Non, 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 du tout. Nous avons une structure bien ficelée. Que je ne suis pas là, ça marche. Alors, avant de continuer dans le débat, vous allez encore nous expliquer, c'est vrai, il y a 2 ans, vous étiez là, vous avez parlé de ce qu'est la social-démocratie, mais vous savez que c'est une découverte pour les Togolais, parce que les partis auxquels les gens sont habitués, c'est qui ont des noms à consonance changement, démocratie, enfin, tout ce qu'on veut, sauf social-démocratie, etc. C'est quoi la social-démocratie? Bon, je pense que souvent, quand je veux parler de la social-démocratie, ça prend un peu de temps. Tellement de temps qu'il faut commencer l'histoire avant d'arriver à la fin. Mais je vais tout simplement expliquer, comme je l'ai dit souvent, c'est que nous avons d'abord le Parti socialiste, qui est un parti, disons, contre la richesse, qui font la guerre aux riches, qui font la guerre aux industriels. Et on n'est pas sans savoir que les partis de la gauche sont créés par les ouvriers, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, et c'était vraiment une guerre contre
les riches, les industriels. Ce qui même a amené le 1er mai de 1886 aux États-Unis. Donc là, c'est une tradition que les partis de la gauche, ou plus précisément le Parti social ou les partis communistes, ou bien les radicaux de la gauche, sont contre l'économie, ou bien pas l'économie, disons, sont contre la richesse. Donc pour eux, il ne faut pas que les riches exploitent les pauvres, les ouvriers, voilà, les ouvriers. Alors maintenant, la social-démocratie est une combinaison du socialisme et de la richesse, c'est-à-dire du capitalisme. On ne peut pas construire une nation sans l'économie, une nation sans les industriels. D'abord, l'État, le Parti socialiste d'entre-temps, qui nationalise même les sociétés privées qui deviennent des sociétés d'État, ils ont échoué. Ça a échoué depuis des années. Donc l'État n'est pas propriétaire des sociétés. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, comme l'État ne peut pas diriger une société, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une autre structure qui doit rassembler la démocratie, qui doit rassembler le capital et maintenant le social. C'est dans ce cadre-là que la social-démocratie est approchée, c'est-à-dire est allée vers les capitalistes, les industriels, et dit, vous, bien sûr, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous, vous allez produire, vous allez faire vos bénéfices, vous allez nous payer des impôts et les taxes. Et ces impôts et ces taxes, on les distribue à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ne travaillent pas, ce n'est pas tout le monde qui trouve du travail. Donc même si tu ne travailles pas, tu as besoin de vivre dans un pays. Tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. L'enfant qui est né doit aller à l'école. Et c'est dans ce cadre qu'il faut mettre quoi? Il faut créer une structure pour l'enseignement gratuit. Donc, la santé gratuite, surtout pour les enfants, pour les femmes en état de grossesse, et aussi assurer les personnes du 3e âge. Ceux-là qui vont à la retraite. Ces hommes et ces femmes qui vont à la retraite. Vous savez, nous avons nos cultivateurs. Exemple, nos cultivateurs, nos mécaniciens de rue, nos taximans, nos taxis émigrants, qui vont travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Et après, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer. Mon grand-père ne peut plus continuer, mon cousin, ma tante, qui est cultivateur ou bien pêcheur, à un moment donné, il va arrêter. Et quand il arrête, il n'a pas de quoi nourrir son auguste personne. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Ça, vous voyez. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assurer aussi la retraite de ceux-là. Donc, ici, nous disons que nous avons la retraite. Les Togolais ont une retraite. Combien de Togolais ont de la retraite? Est-ce que vous voyez? Certains en ont, certains n'en ont pas. Et même quand nous voyons la retraite, c'est insuffisant. C'est dans ce cadre que la social-démocratie fait en sorte que, même que tu n'as pas travaillé, que tu sois un acteur libéral, même que tu n'as jamais travaillé à la retraite, tu as droit à une retraite. Même si tu ne travailles pas, tu mérites, c'est-à-dire tu as droit à un toit. Tu as droit au moins à l'électricité et l'eau. Donc, quelque part, la social-démocratie travaille surtout dans le sens de la justice sociale. Mettre tout le monde à l'aise. Mettre tout le monde à l'aise. Voilà la politique que nous menons aujourd'hui, où nous sommes en train d'expliquer aux gens que nous allons mener si jamais nous arrivons au pouvoir au Togo. Que tous les Togolais sachent que si le Parti social-démocrate du Togo arrive au pouvoir, il y a assurance que tout le monde aura de quoi nourrir son auguste personne. Merci Laurent Lawson pour ces mots d'introduction. Vous êtes rentré, vous l'avez dit, le 25 avril, 2 jours avant la célébration de l'indépendance. Vous avez quand même le temps, depuis la Suède, de suivre un peu l'actualité sociopolitique
au Togo, quand vous regardez un peu, est-ce que pour vous les choses bougent sur le plan social, sur le plan politique, etc. Est-ce que ça bouge? La façon dont, ça dit, après les élections de 2015, j'ai pensé que les choses allaient bouger autrement. Mieux. Mais je peux dire que les choses bougent vraiment peu. Il y a beaucoup de choses qui sont au ralenti total. Et je l'avais dit sur ce plateau que j'ai approuvé et apprécié la feuille de route, bien le programme d'action du gouvernement, dont le gouvernement a beaucoup parlé du social et surtout des écoles de proximité. Mais si nous allons aujourd'hui compter combien d'écoles ils ont mis en place jusqu'à ce jour, je pense que je ne sais pas. Ça ne se voit pas. Et quand nous allons parler du social, de la justice sociale, l'école gratuite, je l'avais dit encore sur ce plateau par le passé que combien d'enfants togolais bénéficient de la gratuité. Même si nous prenons les jeunes dans le cadre de l'apprentissage, combien touchent des allocations d'apprentissage? Il n'y en a même pas, ça n'existe même pas. Alors, donc, quelque part, je dis carrément que rien n'a bougé. En dehors de ce que nous voyons, par exemple, les routes. Sur ce plateau, nous avions parlé de la vision 2030. Où se trouve aujourd'hui cette vision? J'avais dit que je vais vraiment contribuer à cette vision si jamais nous avons cette vision. Il suffit que ça soit une vérité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la vérité parce que la vision n'est pas là. Or, tout gouvernement du monde doit avoir une vision. Ils n'ont pas de vision. Nous avons parlé sur ce plateau des jeunes, on a parlé de nos jeunes, surtout des étudiants, qu'il n'y a même pas de bibliothèque dans notre campus. Nous avons parlé des amphis. Tout récemment, j'ai lu qu'ils ont créé, qu'ils ont construit quelque chose de 2000 places. Je regrette. Comment vous voulez rassembler, vous voulez enseigner des enfants dans une salle si vaste de 2000 places? C'est-à-dire, ça c'est des politiques, c'est-à-dire c'est des jeux politiques que je n'admets pas, que je n'accepte pas. Pourquoi ne pas transformer au moins ces amphis-là, au moins 5 amphis, ou bien 4 amphis de 500 places? 500 places même, c'est beaucoup, mais tout au moins. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des erreurs politiques que moi je dis quelque part, on veut faire des choses et on n'analyse même pas, ou bien on ne pose pas des questions, on ne cherche pas à voir, mais est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça arrange ou bien ça n'arrange pas? Alors, l'amphi de 2000 places, c'est comme si on n'a pas d'amphi jusqu'à ce jour. Moi, je ne considère pas ça comme amphi. Et on a vu qu'il y a le port, le grand port de Lomé. C'est vrai, c'est intéressant, il faut apprécier. Et j'apprécie. C'est l'économie, c'est une partie de l'économie de notre pays. Il venait d'inaugurer la nouvelle aérogare. Voilà, c'est à apprécier. Je pense que ça fait partie quand même des joyaux qu'il faut apprécier. Ils ont repris, c'est-à-dire des gens c'est pas l'État, d'accord, mais une société est venue, Radisson Blu, qui a repris l'hôtel du 2 février, c'est vrai, c'est bien, mais quand moi je prends l'aéroport, je fais sortir l'aéroport et le port, le reste, c'est quoi? Prenons par exemple notre société de phosphate. Depuis que cette société existe, et jusqu'à ce jour, on exporte des phosphates. Mais cette société n'est pas arrivée à construire même des habitations à moyen modéré.
pour la population togolaise, pour les enseignants, pour les médecins, les jeunes, les étudiants. On n'en a pas. On n'en a pas. La loterie nationale togolaise, on n'en a pas. La caisse... Non, sincèrement, ne nous voilons pas la face. Ça ne marche pas. Ça, il faut dire la vérité. 56 ans d'indépendance, du tout. Ça ne marche pas. Moi, je dis que nous avons eu seulement 2 ans d'indépendance. C'est de 1962, pardon, 1960 à 1962, vers 1963, quand ils ont assassiné le président Sylvanus Olympio. Et après là, la date du 27 avril a été transformée en 13 janvier et c'est revenu notre date du 27 avril. Donc, ça dit, on va de cafouillage en cafouillage et ce pays n'est pas construit. 56 ans. Un enfant né qui a 56 ans est grand-père. Si c'est une fille, elle a le grand-mère. Voilà. Alors, donc, quelque part, le Togo n'a même pas créé d'enfants pour avoir des petits-enfants. Où allons-nous? Je pense qu'il est temps qu'en toute sincérité, nous les politiques, les hommes politiques, le pouvoir, comme ceux qui sont au Parlement, comme l'opposition, et ceux qui sont des extras parlementaires, c'est-à-dire qui ne sont pas là comme hommes politiques, sincèrement, il faut quand même qu'on se retrouve, qu'on se pose la question, où allons-nous? Quel avenir pour nos enfants de demain? Quel Togo pour ce 3e millénaire? Nous allons encore tourner autour jusqu'à ce que nous tombons dans l'an 3000. Non, sincèrement. Faisons le vrai calcul pour voir qu'est-ce qui a marché dans notre pays. Rien, pas de travail. Le chômage. Prenons le cas, prenons le cas de FNFI. On pense que à cause de FNFI, les choses marchent. C'est archi faux. Sincèrement, c'est faux. Parce que comment vous voulez que ça marche quand la femme qui prend 35 000 francs CFA, ses enfants vont à l'école. La femme a 3 enfants, disons. Max, parce que au moins cette femme n'a pas un enfant. Elle doit avoir 2 ou 3, minimum 3 enfants. Elle va payer l'écolage pour ses 3 enfants. Dans les 35 000 FNFI qu'elle a payé. Et quand les enfants sont malades, elle va les soigner. Elle va les soigner, elle va les envoyer à l'hôpital. Payer les frais de consultation, payer maintenant les frais de soins, aller maintenant payer les médicaments, et combien reste dans les 35 000? Sincèrement. Maintenant, elle, avec ces 35 000, elle est au soleil pour vendre des petits gâteaux, des galettes, avec ces 35 000, et elle tombe malade. Elle va faire quoi? Elle va se faire soigner avec les 35 000. Alors, il n'y a pas de bénéfice. Après, il n'y a plus les 35 000. Il faut qu'elle paye. Non, sincèrement, je ne pense pas que c'est arrangeable. Plutôt, si moi, je pense que si c'est qu'on investissait dans les enfants, c'est-à-dire l'école gratuite, l'enseignement complètement gratuit, les soins des enfants et des femmes et autres, vous allez voir que la misère au Togo va diminuer. La misère togolaise va diminuer. J'aurais appris que dans le budget de cette année, au lieu d'augmenter la santé publique, le budget de la santé publique, ils ont réduit plutôt le budget de la santé publique pour alimenter la caisse de FNFI, c'est-à-dire du développement à la base. Non, honnêtement, je dis ça ne marche pas. Et en plus, j'ai dit aux femmes, j'ai rencontré des femmes, j'ai discuté avec ces femmes. Non, elles m'ont donné la raison, qu'elles n'ont pas finalement aujourd'hui, parce qu'il y a certaines qui déjà n'arrivent pas à régler, qui se voient vraiment incapables de régler. Alors je leur ai dit, mais est-ce que vous savez le budget qui vous a été alloué? On le sait peut-être, nous, bien toi, tu l'as appris. Mais la dame, est-ce qu'elle sait, la femme, est-ce qu'elle sait combien c'est le montant, le budget de FNFI? Est-ce qu'elle sait comment ça se dépense?
Est-ce qu'elle sait comment l'argent la sort de la caisse de l'État ou bien de ce ministère pour venir vers elle? Or, il faut que ce budget soit contrôlé. Il faut que la sortie de ces fonds-là soit contrôlée. Non pas le ministère, non pas des organisations qui tournent autour du ministère. Il faut qu'une organisation soit créée par ces femmes-là pour aussi regarder comment les sous sont utilisés, comment les milliards sont distribués à ces femmes. Et quand ça rentre, les femmes qui payent de retour, il faut quand même que... Alors, si la chose n'est pas comme ça, sincèrement, c'est mauvais. Alors, au regard de tout cela, quand vous regardez quand même le parcours des 56 ans, est-ce que c'est la politique qui n'a pas bien marché, c'est-à-dire on n'a pas mis en place une bonne politique pour prévoir l'avenir, ou qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous pour que après 56 ans d'indépendance, on en soit encore là? Oui, il n'y a pas une bonne politique. Ils n'ont pas mis en place une bonne politique. Moi, d'abord, je ne suis pas contre les hommes et les femmes qui travaillent, non. Mais si la politique elle est bonne et que l'instruction qu'ils ont mis en place sont bonnes, les institutions aussi sont bonnes, je pense que les choses marcheront. Et après, nous allons parler des mêmes personnes qui tournent autour du même pot. Mais il y a deux choses qui font que les choses ne marchent pas. C'est les mêmes personnes. Depuis 1963, jusqu'à ce jour, vous avez les mêmes personnes, les mêmes cousins, les mêmes tantes qui tournent autour du même pot. C'est mauvais. Et là, on finit d'idées créatives et on ne fait que de cafouillage. Ça, c'est fait. Deuxièmement, il y a une mauvaise gestion de la chose publique. C'est ça qui fait que la politique ne marche pas. C'est ça qui fait que notre pays n'a même pas décollé. Est-ce que vous voyez? Si vraiment il y a ouverture, on fait une ouverture, et que l'opposition accepte aussi l'intégration du milieu politique et dirigeant de la société togolaise, vous allez voir comment les choses vont peut-être changer. Les choses vont changer. Mais quand il y a je et tu, moi et toi, et vous et nous, c'est comme ça que nous allons vivre. On ne peut pas décoller. Il faut que ce soit nous. Il faut que ce soit nous les Togolais. Nous les Togolais. Nous les Togolais. Sinon, nous allons tourner et ça ne marche pas. Alors, sur la politique de construction des infrastructures que vous venez d'évoquer, notamment la nouvelle aérogare que vous avez saluée, le port, etc., c'est vrai que ce sont de bons investissements, mais à côté, il y a également d'autres domaines qui souffrent cruellement, notamment la santé, par exemple. On a vu, après l'inauguration de la nouvelle aérogare, circuler sur les réseaux sociaux une comparaison où l'aérogare a bouffé des milliards, alors qu'il faudra que 400 millions pour que le CHU Sylvanus Olympio retrouve quand même, soit dans un centre hospitalier d'un standing acceptable. Aujourd'hui, pas de scanners, l'accueil est déplorable, les gens ont même peur d'aller se faire soigner là-bas. Apparemment, le social qu'on a vanté pour ce troisième mandat n'est pas tout à fait au rendez-vous. Oui, vous savez, je dis en politique, il y a des fois, on a envie de dire certaines choses qu'il ne faut pas dire, mais qu'on voit qu'il ne faut pas dire. Sinon, on va faire tomber beaucoup de têtes. L'hôpital, là, c'est triste que nous avons un hôpital de ce genre. Sincèrement. Il y a des hommes de bonne volonté. Moi, j'ai cherché à mettre un peu de structure, c'est-à-dire changer certaines structures dans cet hôpital. Mais je n'ai pas eu la possibilité. On ne m'a pas accepté. C'est-à-dire, vous avez cherché à faire quoi? Bon, d'accord. J'ai cherché à beaucoup faire. Ça, il faut le dire. Parce que j'ai eu à mener ici des hommes d'affaires, non seulement des hommes d'affaires, des décideurs, dont j'ai parmi ces décideurs une personne qui est responsable des hôpitaux de la Scanie en Suède, avec qui on a discuté, où il a promis prendre un petit moment, envoyer
du matériel pour changer nos matériels à l'hôpital. Je vous le dis, et c'est pourquoi je dis, je ne vais pas tout vous dire. Mais je tiens à vous dire que c'est parce qu'il n'y a pas des gens de bonne volonté. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent que si nous faisons ça pour les Togolais, nous perdons. Oui, mais ils perdent quelque chose. Vous êtes heurté à qui? C'est la direction de l'hôpital? C'est où que ça a coincé? Non, c'est pour cela que je risque de dire des choses que les gens vont jeter des pierres sur les gens. Oui, mais parce qu'il faut aussi, s'il y a des individus dans ce pays qui sont, vous m'excuserez le mot, cyniques, au point de ne pas laisser du bien-être arriver à la population. On en a, ils sont pleins. Je vous dis qu'ils sont pleins. Je vous dis, mais au même moment, il y a certains qui veulent bien et qui ont bien voulu. Ça, il faut le dire. Il y a certains qui veulent bien, mais il y a certains qui constituent des pierres d'achoppement pour le développement de notre pays quelque part. Sincèrement. Et vous me parlez tout à l'heure de scanners. J'avais proposé 4 scanners à l'hôpital. Ça, moi qui suis devant toi. J'ai proposé 4 scanners pour l'hôpital. Je n'ai jamais reçu la possibilité de fournir les scanners. Quelqu'un va rester derrière l'écran pour dire, mais est-ce que lui a des scanners? Moi, Laurent, je n'en ai pas. Mais les inventeurs de scanners, c'est des Suédois. Et ceux-là qui sont propriétaires du scanner, ceux-là qui produisent, qui sont les responsables de l'usine, je les ai amenés ici au Togo. Et nous avons promis des scanners. Et on n'a pas reçu un seul papier pour pouvoir envoyer les scanners. On peut peut-être estimer que vous n'étiez pas en contact avec les bonnes personnes. Il fallait peut-être prendre en tâche avec le ministre de la Santé. Non, je pense que c'est les bonnes personnes. C'est les bonnes personnes qui n'ont pas cherché à laisser l'opportunité aux gens de le faire. Vous savez, les gens pensent que quand toi tu viens le faire, tu deviens populaire, ou tu risques de prendre leur place. C'est ça le problème au Togo. Tout à l'heure, j'étais à Agora Senghor pour un débat sur la citoyenneté et quoi. Mais tout ce que les gars ils ont dit, c'est-à-dire tous ceux qui tiennent la conférence là, ils n'ont dit que la vérité. Moi, je n'ai même pas de mots à placer parce que si je vais encore commencer à parler, je dirais la même chose. Je dirais la même chose. C'est-à-dire, on connaît le mal de ce pays. Nous connaissons le mal là où ça ne va pas. Mais on ne nous autorise pas à le dire ou bien le faire. C'est pour cela que la dernière fois, on a parlé de la diaspora. Les diasporas qui sont venus, on a décoré des gens. J'attends voir. Je défie, j'attends voir. Là où les choses vont décoller. Oui, j'ai reçu des invitations. Je dis, bon, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de diplôme. Je veux manifester. Je veux faire des preuves pour mon pays. Aujourd'hui, j'ai une chance quand même de pouvoir faire des preuves pour mon pays. Mais on m'a freiné. C'est ça ce que je dis. C'est ça ce que je dis. Alors, quelque part, le développement togolais, malgré qu'il y a des bonnes volontés, ces diasporas qui sont arrivés, qui ont des bonnes volontés, prenez le téléphone, appelez-les un à un, ils vont te dire s'ils ont des pieds d'achoppement pour ne pas arriver. Il y a donc des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sapent les bonnes intentions. Je dis, c'est comme ça que nous travaillons au Togo. C'est notre façon de travailler. Avant que le Togo ne décolle, il faut qu'on change de principe, qu'on change d'attitude. Si même, je plains le chef de l'État. Je plains le chef de l'État fort. Je plains le président de la République. Si même il a n'importe quelle volonté, quelle qu'en soit sa volonté de faire marcher ce pays, il a autour de lui des éléments qui ne permettent pas le décollage vraiment de son programme d'action. Parce que quand le chef de l'État fait son programme d'action pour la campagne, j'ai lu son programme d'action, j'ai dit, waouh, ils répondent à ce que nous disons, ils répondent à la social-démocratie, ils répondent à la justice sociale. Ça, sincèrement. Mais la seule chose que j'ai dit, ils n'ont pas dit, ou bien ils n'ont pas dit aux Togolais, là où ils vont financer, comment ils vont financer ces projets. Là, je dis, mais non, on ne peut pas présenter des actions, on ne peut pas faire des propositions sans parler d'économie. Et c'est pour cela que tout ça, ça mérite des débats. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez me poser la question. Quand tu dis que tu vas faire tel et tel et tel, où tu auras tout de l'argent pour le faire. Mais quand il n'y a pas de débat contradictoire,
autour d'une campagne électorale, ce sont les choses qui vont se passer. Alors, donc, quelque part, je le plains, sincèrement, j'admire son courage, je le vois. Je vois un président qui a la volonté, qui représente une volonté, qui représente un changement, qui veut faire quelque chose, qui pense payer le passé, mais sincèrement, ça ne va pas. C'est pour cela que je nous ai posé la question tout à l'heure. Où se trouve la vision 2030? Déjà, c'est un problème. Où se trouve? J'ai demandé à voir cette vision, le document. Je n'ai jamais vu ce document. J'avais demandé la dernière fois, j'avais eu ce débat avec monsieur Amigapo. J'ai eu à lui envoyer ça, mais je pense que vous, en tant que responsable des organisations civiles et autres, peut-être que vous êtes au courant, vous avez ce document. J'ai demandé, il m'a dit d'aller de fouiller les sites internet, et puis bon, peut-être j'ai fouillé, je ne trouve qu'une page, comme un livre, tu cliques, rien ne sort, rien ne s'ouvre. Donc ce document, normalement, devrait être un document qu'on devrait mettre à la disposition de tout Togolais. Et c'est dans cela que, si moi j'ai des projets ou j'ai des idées, et que je vois la vision 2030, il y a des projets qui m'intéressent, là je vais quand même me jeter dessus pour le faire. Alors donc quelque part, disons qu'il y a problème en ce qui concerne le décollage de notre pays. C'est qu'en 6 ans, c'est comme on est mort. On a un enfant, disons, mort complètement, ou bien qui est en voie de mourir, qu'il faut tout faire pour le ressusciter. Alors, Laurent Lawson, aujourd'hui, on sait que... Ou bien le réanimer. On sait que le débat tourne essentiellement sur la question de la décentralisation des élections locales qu'on attend très prochainement, même si pour le moment, aucune date n'est disponible. C'est vrai que vous venez d'un pays, vous vivez dans un pays, la Suède, où, à la matière, il y a une grande expérience. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Oui, d'abord, je tiens à remercier d'abord le gouvernement qui pense organiser les élections locales, qui pense d'ailleurs, qui a invité les chefs traditionnels avec qui ils ont discuté, donc je sais que présentement, ils sont en train de s'organiser pour l'organisation de ces élections locales, pourvu que ça soit bien organisé. C'est ça qui est important. C'est vrai, ils ont besoin aussi d'associer certaines personnes, les poser la question, voir comment ça peut se faire. Chacun peut apporter ses idées, mais trop aussi, c'est trop. Si tout le monde va apporter ses idées pour la mise en place de quelque chose, je pense que ça ne sortira jamais. Bon, je pense que quand ils vont faire sortir un document sur ça, ils enverront cela à l'Assemblée nationale. Le projet qui est envoyé à l'Assemblée nationale. D'accord. Et nous allons voir ce qui va se passer. Donc nous sommes prêts à participer à ces élections locales, si jamais ces élections locales ont lieu. Mais je pense que moi, la façon dont je vis ces élections locales en Suède, je vais vous demander un peu, tout petit moment, de partager avec vous ce document que j'ai constitué. Le processus de décentralisation en Suède s'est amorcé en 1966 avec la réforme des collectivités locales. En finale, le Parlement suédois a adopté le 1er juillet 2002 la loi sur les organes de coopération. Depuis le 1er janvier 2003, cette loi permet aux municipalités et aux conseils de comté, aux conseils régionaux, de former des conseils régionaux de développement. Il existe alors en Suède 3 instances démocratiques élues. Nous avons le Parlement, qui est national. Nous avons le conseil de comté ou bien le régional, les élections régionales, et nous avons les élections locales, c'est-à-dire les élections communales. Alors, et chaque entité a ses objectifs précis. Bon, si nous prenons la compétence exclusive
de l'État, c'est-à-dire du gouvernement. Nous avons le pouvoir législatif, ils ont le pouvoir législatif, la justice, les affaires étrangères, la finance, la défense nationale, éducation supérieure, planification du réseau routier, politique du marché du travail. Mais, par contre, il y a des compétences qui sont partagées avec les régions et avec les communes. Alors, donc, si nous prenons les compétences partagées, nous avons l'éducation, service social et aménagement du territoire. Donc, niveau régional, nous avons la préfecture, le conseil de comté et le conseil régional constituent les paliers décisionnels régionaux de la Suède. Donc, si nous prenons la préfecture, le territoire suédois se divise en 21 comtés, gérés chacun par une préfecture. La préfecture est une administration publique dont le rôle est de coordonner et de développer les différents intérêts de la région. La préfecture est responsable de la réalisation dans la région des objectifs nationaux établis par le gouvernement. Elle est dirigée par un préfet nommé par le gouvernement. Seulement, c'est les préfets qui sont nommés par le gouvernement. Tous les autres sont des élus. Si nous prenons par exemple, voyons les activités de la préfecture. Les activités comprennent la défense civile, service d'urgence, protection de la nature et de l'environnement, développement régional, chasse et pêche. Et nous avons aussi la planification sociale, la communication, environnement culturel, égalité des chances, soins sociaux et certaines questions relatives dans le domaine, c'est-à-dire les montagnes et tout ce que nous avons et autres là. Maintenant, le conseil régional. Le conseil régional est composé d'élus. Ceux-là sont élus, c'est ça que je dis, sont élus au suffrage universel. Et attention, ces élections s'organisent le même jour et même heure. Quand vous allez dans les urnes pour aller choisir les représentants, vous allez choisir les parlementaires, vous allez choisir en même temps les responsables, c'est-à-dire parlementaires régionaux, le parlementaire régional et le parlementaire communal. Les trois se font en même temps et au même jour. Alors maintenant, le conseil régional, qui est composé d'élus au suffrage universel et ses structures politiques, ont un impact plus important sur les priorités de développement de la région. Les compétences générales du conseil régional s'exercent dans les domaines suivants et sont exclusives ou partagées. Nous avons les compétences exclusives, nous avons stratégie de développement régional, soutien économique régional. Parce que chaque région dépend de son économie. Ils sont autonomes. Ah oui, ils sont autonomes. Tout le monde. C'est là les risques aussi. Si nous arrivons à s'organiser d'une façon ou d'une autre, dans cette histoire de décentralisation, et que les communes sont autonomes, les régions sont autonomes, là, il y a risque. Mais il faut qu'on informe ces populations, ou bien toute la population togolaise, des risques que ça peut amener demain. Mais en voyant déjà la façon dont le pays même est gouverné, où certaines régions n'arrivent même pas à bénéficier de quoi que ce soit, les communes, donc quelque part, je ne sais pas si les régions ont de raisons à avoir peur. Sinon, nous avons la stratégie de développement régional, soutien économique régional, santé publique, totalité des services de santé et d'hygiène, la planification des soins dentaires privés ou publics. Vous savez, les enfants ont droit aux soins dentaires et gratuits. Ça, c'est très important. Et aussi les soins oculaires. Donc, c'est pour nous dire, mais c'est sous les responsabilités des communes et des régions. Il faut alors que la commune qui veut pratiquer ses responsabilités soit capable de le faire. Bon. Alors, nous avons la planification des soins dentaires, privés ou publics, mise en œuvre des mesures de développement régional, incluant le tourisme.
Maintenant, les compétences partagées, il y a institutions culturelles, planification du transport en commun régional. Et nous avons le transport national, nous avons le transport régional et nous avons le transport communal. Donc chacun prend sa responsabilité pour ce truc-là. Bon, nous avons les conseils régionaux de développement où ont la responsabilité du développement régional et ont un impact important sur les priorités fixées en région. Bon, le dernier, nous avons niveau local maintenant. Le territoire suédois compte 290 municipalités, c'est-à-dire communes, dont les conseils sont élus au suffrage universel direct. La municipalité est un organe décisionnel qui lève les impôts et élit les membres de l'exécutif municipal. C'est la commune qui décide du pourcentage des impôts à payer. Et maintenant, quand on prélève ces pourcentages, l'État décide un pourcentage à prendre. Donc vous renvoyez ce pourcentage à l'État, un pourcentage aussi à la région, et maintenant le reste maintenant à la gestion pour ces activités. Mais ce que vous envoyez à l'État, quand il y a problème dans une commune ou bien dans une région, donc l'État maintenant peut allouer des fonds pour subventionner ces projets que vous voulez construire, mais vous manquez de financement, de fonds. Alors, les municipalités sont responsables des questions locales ayant trait à la vie quotidienne des citoyens. Donc, c'est ce qui va se passer en ce temps-là. Lomé, je ne sais pas, Anéhor, Sévier, ces communes, les populations de ces communes dépendront en ce temps-là de ces communes-là. Là, on ne va plus accuser en ce moment le gouvernement. Il faut commencer d'abord à accuser le gouvernement local. Alors, leurs compétences, par exemple, il y a la gestion des affaires culturelles. Là, nous parlons des bibliothèques. Chaque commune a sa bibliothèque. A ses bibliothèques, je vais dire. Alors, donc, s'il n'y a pas de bibliothèque dans une commune, dans une région, alors là, c'est le problème de... Sinon, si nous n'avons pas de bibliothèque à Anéhor, il n'y a pas de bibliothèque à Sévier. Qui va construire cette bibliothèque à Anéhor ou à Sévier? Et à Lomé, qu'est-ce que nous avons comme bibliothèque? C'est à voir. Donc, c'est pour cela que la décentralisation est très importante. Mais il faut qu'on s'attende à des grands problèmes en commençant, et peut-être dans l'avenir sera... va s'améliorer. Voilà. Mais il faut commencer de quelque part. La gestion des activités de loisirs. Au Togo, on n'a pas de lieux de loisirs. On n'a pas de centre de loisirs pour nos enfants. Ni même pour... Et c'est les débits de boissons qui constituent le centre de loisirs du Togolais et que nous sommes. Bon, entretien du réseau routier local, gestion des parcs publics, traitement des eaux et des déchets, alimentation en électricité. Chaque commune s'occupe de l'électricité de sa commune. Voilà. Et la santé et protection de l'environnement et le logement de sa population. Alors, bon, à peu près, voilà ce que j'ai recueilli quand même pour nous... sur le modèle suédois. C'est ça, le modèle suédois. Mais je ne sais pas quel modèle le Togo veut nous proposer. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on décentralise parce qu'on veut décentraliser et que les maires, les chefs des régions dépendent encore du gouvernement et que le gouvernement s'implique totalement et que les décisions viennent encore du gouvernement. Là, il n'y a pas de décentralisation. Alors, Laurent, son dernière question, est-ce que, par exemple, ce document ou les expériences suédoises, vous êtes prêt à les verser si on vous en fait la demande? Je suis prêt à le faire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit souvent. Pour moi, je veux bien sûr contribuer d'une façon ou d'une autre. Contribuer, ça ne coûte absolument rien. Les idées, on en a. On veut bien se le partager. Je veux partager des idées que le camp en face possède. Je veux bien recevoir des idées auprès du camp en face. Je veux bien discuter
des idées avec. Et je veux aussi mettre à la disposition du camp en face mes idées. Donc, quelque part, il suffit qu'ils soient d'accord pour qu'ensemble, nous construisons cette nation. Alors, nous serons du parti. Merci Laurent Lawson, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes donc le président du Parti social-démocrate du Togo, en abrégé PSDT. Voilà qui met définitivement fin à cette émission. On est sur l'actualité de ce jour. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous continuez par regarder le www.lcftogo.com où vous pouvez suivre le programme de la chaîne en direct. Je vous retrouve le dimanche prochain.